Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. C'était une semaine enrichissante, une semaine importante avec le développement de l'actualité. On va en parler d'abord. Cette fumée noire ou blanche que nous attendons de Washington. Le premier texte a été paraphé par les équipes techniques. Nous attendons les deux chefs d'État qui vont se rencontrer les 27. Nous allons en parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Les affrontements dans la partie sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui réceptionnent de voitures, de véhicules blindés. Est-ce que pour faire face au 23, nous allons en parler aussi dans cette rétrospective. Et puis nous allons finir par les sports, pour parler de la santé du sport en République démocratique du Congo. Les championnats nationaux commencent à évoluer. Nous allons recevoir d'abord Jospin Hangui. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup de nous recevoir et merci à ces milliers de téléspectateurs que nous suivent partout à travers le monde. Personnellement, est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien, Dieu le fait grâce. Il est en face de nous, l'homme du jour, Georges de Belmima. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les amoureux du sport. Joyeux anniversaire surtout. Allez, merci pour les souhaits. Alors nous allons commencer par les informations générales pour parler de la question de Washington, où ça évolue un peu. Jospin, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo? Bien sûr, une très bonne nouvelle pour la population de l'Est en particulier et celle de tous les pays de la RDC, même de la diaspora en général, parce que le conflit armé dans l'Est de notre pays a trop duré. C'est depuis 30 ans qu'il y a ce cycle de conflit armé qui n'a pas dit encore sa fin. Et cela a des conséquences dévastatrices sur le plan humanitaire, sur le plan social, sur le plan économique. Il y a déjà une lancée sur laquelle la partie est sur la ville de Goma était sur le plan des infrastructures, mais avec des affres de guerre, il y a un petit retard. Mais aussi, on parle du gouvernement congolais qui est sur plusieurs processus de paix depuis maintenant des années. On a parlé du processus de paix de Nairobi, du processus de Luanda, de Doha, aujourd'hui Washington. C'est pour trouver une voie pacifique de sortie de crise. L'AF123 qui aussi a toujours prôné une voie pacifique de sortie de crise en évoquant les causes profondes du conflit. Mais dans le processus de Washington, l'AF123 n'est pas sur la table. Il s'agit des deux pays qui parlent de paix. Il y a aussi l'émir du Qatar qui était là comme observateur parce que Washington est en train de combiner avec Doha et Washington ne voudrait pas que l'AF123 soit aux abonnés absents. C'est pourquoi il y a eu la présence du Qatar comme un État observateur faisant partie de la résolution du conflit. C'est-à-dire aujourd'hui Washington ou Doha, c'est une voie pacifique, politique et diplomatique de sortie de cette crise parce que les armes ont beaucoup chanté, mais il n'y a pas de solution à la crise actuelle. La population est meurtrie dans les conflits armés, il n'y a pas de solution et aujourd'hui le peuple congolais unanimement pense que la voie de sortie de crise peut venir de Washington ou de Doha, peu importe le pays d'où ça viendra, mais le souhait de tout Congolais aujourd'hui, c'est que les armes se taisent au nord Kivu, au sud Kivu, que le Congolais se réconcilie, le Congolais de l'Est, de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui profitent de ces conflits pour diviser la population congolaise de l'Est et de l'Ouest. Il y en a qui parlent des stigmatisations des swahiliphones. À Kinshasa, on parle d'infos brouillées, que c'est faux, c'est de la mascarade. On parle des stigmatisations des Katangais, on parle des Balouba. On sent que le pays est divisé et on a besoin de cette réconciliation, qu'elle vienne de Doha ou de Washington. Je pense que la population congolaise a tant attendu à ce moment. On n'y est pas encore, mais on pense que ça va arriver. Pourquoi le Rwanda? Peut-être que j'anticipe cette réponse. Le Rwanda, c'est le pays voisin de la RDC qui a vu ses fils fuir le pays et s'installer sur les territoires congolais en 1994 après le génocide, et c'est parmi les causes du conflit. Ces fils rwandais qui sont rentrés en RDC, ils ont commis par la suite des atrocités dans le Massissi notamment, et ils se sont érigés en forces armées. Là, je parle d'abord des FDLR. Parce qu'ils sont rentrés au pays avec leurs armes et ils ont commencé à s'affronter
d'abord contre d'autres forces armées, d'autres groupes armés se sont constitués par la suite sur le sol congolais, des Mai Mai, et le cycle des violences a trop duré. Il y a eu des interventions des forces armées rwandaises sur le sol congolais pour venir traquer les FDLR avec l'autorisation profonde de ce conflit. Ma question est celle-ci. La semaine passée, on parlait d'un dialogue interne entre Congolais pour résoudre la crise. Aujourd'hui, il faut être à Washington. Est-ce que cela ne contredit pas, sinon, le vœu de l'opposition qui veut voir que la question soit résolue à l'interne entre Congolais? Le conflit armé dans l'est de notre pays n'est pas seulement interne, n'est pas seulement national. Blaise, on ne peut pas se voiler de face, on ne peut pas délier le Rwanda ou encore l'Ouganda, moins encore l'Ouganda de ce conflit. Lors de la guerre de l'AFDL, nous savons tous ce qu'a été la part du Rwanda et de l'Ouganda. Il y a même eu des affrontements, une guerre de 6 jours sur le sol congolais qui s'engage entre les armées rwandaises et ougandaises. Nous savons tous que Jean-Pierre Bemba était soutenu par l'Ouganda, alors que Mzee était soutenu par le Rwanda lors de l'AFDL. Après, même les Moussa Nyamwisi, il y avait toujours une partie de l'Ouganda et le Rwanda. Et le conflit armé dans l'est du pays est régional. Il y a toujours une implication régionale. Même aujourd'hui, pour résoudre le conflit, pour résoudre les atrocités des terroristes de l'ADF, on a fait appel à l'armée ougandaise. Mais quand on va arriver maintenant sur la table de négociation pour trouver des solutions dans la partie grand nord de notre province du Nord Kivu, on ne peut pas délier l'Ouganda de la table ou dissocier l'Ouganda de ce conflit-là. Et aujourd'hui, si les Congolais pensent qu'on peut, surtout les politiciens, qu'on peut résoudre les conflits armés sans faire allusion au Rwanda, ils se trompent. Parce que c'est chaque jour qu'on accuse le Rwanda. Chaque jour qu'on parle du Rwanda comme principal soutien à la FCM23. Aujourd'hui, hier, on parlait du Rwanda comme soutien à l'AFDL et consorts. Donc, il faudrait que le Rwanda soit là comme faisant partie de la communauté, d'abord régionale et sous-régionale, pour qu'avec la RDC, on trouve des voies pacifiques. Parce que de part et d'autre, on parle des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et on parle de réfugiés rwandais qui sont en RDC. Qui d'ailleurs sont en train de rentrer chez eux grâce au HCR et la collaboration de la FCM23. Mais parmi les Rwandais qui sont sur le sol congolais, il y en a qui sont armés. Ceux qui rentrent sont des civils. Mais il y en a qui sont armés et qui commettent des atrocités. La volonté de comme à Doha, c'est aussi observer la fin. Un cessez-le-feu sur les lignes des fronts. Au site Kivu, cette semaine aussi a été marquée par ces combats. Comment vous expliquez ça? Comme analyste, les combats qui se passent, moi je pense que c'est une question un peu complexe parce que l'AFC-M23 s'était retiré ou repositionné de Walikale comme un acte de bonne foi de volonté lors des discussions ou pour l'avancée des discussions à Doha. Mais on oublie une chose, même si les FARDC, c'est vrai, des ordres, des éléments des FARDC, d'observance, c'est le fait. Il y a les Wazalendo qui ont un autre commandement. Et si vous observez très bien, depuis c'est le fait là, dans le cadre des discussions de Doha, les affrontements opposent plutôt les Wazalendo au M23. Et pour la plupart des cas, ce sont les Wazalendo qui attaquent. Et les M23 répliquent ou ripostent. Quand on parle de bombardement dans le haut plateau, des Minembwe, des Fizi et Itombwe, pour la plupart, ce sont des groupes armés locaux, les Mai Mai, les Yakutumba et bien d'autres, les Bilonze, Bichambuke, qui attaquent le groupe d'autodéfense Twigwaneo des Banyamulenge. Et aujourd'hui, on parle de lui comme allié à la F-123. Et c'est par la suite qu'on associe les FARDC aux Wazalendo, à ces Wazalendo. Mais les FARDC peuvent intervenir indirectement. Mais elles sont attachées aux Wazalendo. C'est comme l'F-123. Même si les éléments de l'F-123 n'interviennent pas directement à Minembwe, quand il y a les Twigwanais, on parle de l'F-123. C'est cette complexité-là de la question qui fait appel à une grande inclusivité lors du traitement de cette question. Parce que si les Wazalendo sont mis de côté, ils ne sont pas considérés, si les Twigwanais ne sont pas considérés, on risque encore de revivre
des nouveaux groupes armés qui vont naître après. Donc il faudrait en tout cas qu'il y ait une grande inclusivité lors du traitement de cette question. Je pense que ce qui est en train d'être fait à Washington... Est-ce que cette guerre finira par les armes, par la politique ou par la diplomatie? Pourquoi je pose cette question? À Lubero, les Wazalendo sont en train d'être formés pour attaquer le 23. Ils l'ont même diffusé sur Kivu Morning Post. Du côté Kindu Kisangani, il y a des blindés qui sont déjà là. Qui des arrivent, bien sûr. À Walikale, on parle de renforcement de l'F-123 aussi. À Walikale, on parle de renforcement de l'F-123. Est-ce qu'on va poursuivre la guerre ou on va parler politique et diplomatie? Très bonne question. Vous savez, Blaise, lors des négociations, chaque partie prenante se met dans une position de dissuasion. Une bonne position. Parce que les faibles sont écrasés sur les tables de négociation. Et quand on parle vous devez de la force, peser sur le plan dissuasif et sur le plan militaire, au terrain. Pourquoi je l'ai dit? À chaque fois, vous allez vous souvenir de nos productions, à chaque fois qu'on parle d'une avancée diplomatique, il y a toujours des nouvelles attaques sur le terrain. Parce qu'il y a une partie qui veut aussi faire entendre sa voix. Et là, je parle implicitement de Wazalendo ou du M23. Parce que quand vous négociez, étant à Bunagana par exemple, vous ne pesez pas autant que quand vous négociez étant à Goma et à Bukavu. Exact. Et quand les Wazalendo... Les rapports des forces dans la... Les rapports des forces, bien sûr. Et quand les Wazalendo apprennent aussi qu'il y a des négociations, étant dans une brousse très éloignée dans la profondeur, ils essaient aussi de pousser pour récupérer au moins un village ou une cité qui est reconnue quand même sur le plan national. Et c'est ce qui fait qu'en temps de négociation, il y a cette recrudescence des combats. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est la volonté maintenant politique et diplomatique. Pourquoi je parle de la volonté politique? C'est parce que chaque groupe armé, chaque mouvement militaire a une représentation politique qui a une décision sur les opérations qui sont menées. Cessez le fait, arrêtez les hostilités d'abord. On va parler. Si ça capote, reprenez encore les armes. Donc, il y a toujours ces mots d'ordre-là qui est donné par des politiciens, des hommes en cravate qui ne prennent pas directement les armes, mais qui commandent les opérations sur le terrain. Donc, cette volonté politique-là, moi, je ne fais pas allusion à ces blindés venus de FARDC. C'est une armée républicaine qui a le droit... C'est quand même un renforcement. Qui a le droit d'avoir des matériels de guerre, des combats pour la défense de sa souveraineté, de son territoire national. Autant que notre armée. C'est exactement ça ma question. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Le pourparler, la voie pacifique, ou il faut continuer à s'armer? Depuis un moment, la RDC est sur tous les fronts. D'ailleurs, il y a Kinshasa qui nous parle même des fonds médiatiques, je ne sais pas, des fonds spirituels à un moment donné. Les fonds médiatiques a échoué, ça on le sait. Bon, on ne sait pas. Il y a toujours des campagnes. Les fonds, la RDC est sur 3 fronts depuis un moment. Les fronts diplomatiques, les fronts politiques et les fronts militaires. Donc, et tout est combiné. Mais, depuis un moment, les fronts diplomatiques est privilégié. Parce que les fronts militaires a largement échoué avec beaucoup de revers que notre armée a subi depuis Bunagana jusqu'à Bukavu. À un moment donné, les politiciens se sont dit, nous subissons beaucoup de revers, privilégions la voie diplomatique et politique. Mais c'est pas seulement des revers, il y a aussi cet aspect humanitaire. La voie militaire cause beaucoup de dégâts humains. Il y a beaucoup de violations de droits humains, beaucoup d'exactions et de part et d'autre, il y a des rapports accablants des Nations Unies. Vous avez suivi dernièrement un rapport qui a remis en cause toutes les parties prenantes au conflit. Que ce soit les FARDC, les Wazalendo, le M23, aucune partie n'a été épargnée. Mais quand on parle de la voie diplomatique, quand même, quand il y a une cessation d'hostilité, il y a moins de personnes qui meurent. Et moi, je pense qu'à Washington, il faut qu'il y ait un grand dépassement. Parce que vous n'aurez pas tout ce que vous demandez. Ça, c'est impossible. Le M23 n'aura pas tout ce qu'il demande. Les FARDC n'auront pas tout ce qu'elles demandent. Il faut des concessions. Le Rwanda aussi, par rapport à la RDC, n'aura pas tout ce qu'il demande. La RDC, par rapport au Rwanda, n'aura pas tout ce qu'il demande. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple. Je suis en train de chuter. On parle de désarmement, de mobilisation, je sais pas, réinsertion.
Ce qui était tabou. Ce qui était tabou pour le gouvernement congolais, bien sûr, mais ce qui ne fait pas partie des demandes de l'F-123 aujourd'hui. Parce que l'F-123 était exclu du processus de Nairobi, étant considéré comme un groupe armé soutenu par le Rwanda, comme une force étrangère. Parce que Nairobi... même de cette humiliation du M23. À Nairobi, on considérait les groupes armés locaux nationaux qui doivent déposer les armes, être désarmés, réinsérés dans la communauté locale. Et puis à Kinshasa, on se posait la question de savoir ces militaires-là rwandais qui combattent au sein de l'F-123, ils seront réinsérés dans quelle communauté. C'est pourquoi l'F-123 avait été écarté. Pourtant, l'F-123 se déclare comme un mouvement politico-militaire national qui comporte des défis du pays, des Massissi, des Rubaya, des Kisangani aujourd'hui, d'un peu partout. C'est maintenant ces dépassements-là dont je parle sur la table de négociation. Il faudrait que le gouvernement comprenne qu'au sein de l'F-123, il y a des fils même de Kinshasa, même de Lubumbashi, même de Kisangani. Et qu'il y ait ces dépassements-là. Si cela n'est pas sur la table de négociation, on va encore revenir à la case départ. Très bien. On va parler toujours de la guerre, mais en sport. Georges Ebel Mouima, avec le ministre du Sport, vous avez ouvert un front communicationnel pour donner 5 millions de dollars à Monaco. On commence par là. Mais est-ce que cet argent n'avait pas autre chose à faire au pays pour répondre aux urgences? Il y avait des urgences au pays qui signaient un contrat de partenariat avec la formation de Monaco. Parce petite équipe. Bon, je ne vais pas sous-estimer la formation de Monaco, puisque quand même c'est le club formateur de Kylian Mbappé qui est aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais signer un contrat avec Monaco pour chercher une visibilité. Donc, c'était pas important vu les positionnements de Monaco aujourd'hui dans les championnats français. Aujourd'hui, la rivalité, c'est entre la formation de Monaco et Marseille. Et Marseille qui gardait toujours, qui gardait toujours cet orgueil d'être la seule équipe à déjà soulever la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, a été contrée par le Paris Saint-Germain qui a en fait à soulever aussi cette couronne. Moi, je pense que même les ministres ont compris que c'était une bourde. Voilà pourquoi après nos différentes réactions sur les réseaux sociaux, il a compris que même le stade de l'Unité était dans un état piteux. Ce jeudi là, il a réalisé une visite d'inspection stade des Martyrs avec la pelouse qui est dans un état... Mais les 5 millions ne sera pas retiré. Exactement, les 5 millions ne seront pas retirés. J'ai compris que la RDC a beaucoup de moyens, mais on n'a pas cette volonté au pays. Et là, le stade sera dans l'obligation d'être fermé pour 2 semaines afin de réhabiliter la pelouse, les installations pour permettre aux Léopards d'évoluer dans de bonnes conditions au mois de septembre, parce que la RDC au mois de septembre aura un match très important, très capital contre le Sénégal, cadre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, en tout cas, ça a été une bourde. C'est à ces ministres de rectifier les tirs très prochainement, de peur de ne pas nous faire retomber dans l'épisode de Serge Condé qui a lancé les travaux de Kinshasa Arena. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ces travaux? Alors, on va laisser les dossiers 5000 déjà qu'on a jetés gratuitement. Exact. Pour parler de ces championnats nationaux, comment ça évolue? Alors, la semaine a été marquée par d'abord 2 forfaits infligés à la formation du tout-puissant Mazembe suite à l'alignement d'un joueur litigé qui a évolué avec 2 équipes dans une même phase. Il a commencé avec les cercles sportifs Don Bosco pour continuer la compétition avec Mazembe et il a pris part à 2 matchs face au FC Les Aigles du Congo et Maniema Union. Sur les 2 matchs, Mazembe avait perdu sur le terrain contre les Aigles du Congo et s'est imposé face à Maniema Union. Alors, ces 2 matchs, Mazembe a perdu ces 2 matchs par forfait et ces 2 défaites ont joué sur les positionnements du tout-puissant Mazembe au tableau des pondérations. Mazembe qui avait 25, qui était dans l'obligation de rester avec 22 points. Et après, au lendemain de cette sanction, Mazembe était sur la pelouse pour jouer contre les Daring Club Motema Pembe dans un match très compliqué. Mazembe a réussi quand même à montrer sa suprématie, à s'imposer sur les scores des 2-0, ce qui a permis à Mazembe
de récupérer ces 3 points pour rester avec 25 points. Mais sur le classement, l'ENAFoot, est-ce qu'il y aura des conséquences, par exemple, sur le classement des clubs? Il y a des très grandes des conséquences, en tout cas pour les soi-disant géants du football congolais. Je parle de la formation des V-Club. En tout cas, la messe est déjà dite pour V-Club, qui occupe actuellement la 9e position sur les 12 clubs avec 13 points. Donc, cette saison, V-Club, c'est une saison blanche, il faut le dire. V-Club n'aura pas, parce que l'équipe a été éliminée même en Coupe du Congo. V-Club voulait sauver sa saison avec la Coupe du Congo, mais ils ont été éliminés par une équipe de la 2e division. Donc, V-Club, il faudra déjà préparer la saison prochaine. Donc, il n'y aura pas des interclubs de la CAF pour V-Club cette saison, mais les 3 places qualificatives pour l'Afrique se jouent entre 3 équipes, plutôt 5 aujourd'hui, parce que la première place est occupée par les Aigles du Congo avec 31 points, suivi par l'équipe de Loupopo 30 points, et puis Mani Maïnio est 3e avec 28 points, Mazembe 4e avec 25, et puis la 5e position est occupée par l'équipe de DCMP avec 25 points, 6e Don Bosco avec aussi 25 points. Donc ces 6 équipes vont en tout cas jouer les va-tout pour les interclubs de la CAF. Et déjà ce week-end, il y a un très grand match qui se joue entre l'équipe de Mazembe et Mani Maïnio. Donc un match très compliqué pour les Corbeaux, mais également pour la formation de Mani Maïnio. Avec ce que je suis en train d'observer dans ces championnats, je suis en train de comprendre que le football congolais a perdu son niveau avec les grands cadors. Les équipes qui faisaient peur, que ce soit au pays et sur les continents, ne sont plus en mesure de montrer leur suprématie. À l'époque, quand on avait, en tout cas, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, s'investissait dans son équipe, et quand le général Gabriel Ami Sikumba donnait également casser sa tirelire pour V-Club, on avait une très grande rivalité. Aujourd'hui, comme conséquence, on a du mal même à atteindre la phase des groupes de la Ligue des Champions. La dernière fois que Mazembe a remporté une compétition continentale, c'est en 2013. La dernière fois, en 2017, la dernière fois que V-Club a joué la finale de la Ligue des Champions avec les coachs Flora Ibenge, c'est en 2018. Depuis lors, V-Club a même du mal à dépasser les 16e de finale de la Ligue des Champions. Triste réalité. Messieurs, dames, fin de cette rétrospective. Et bon, la République démocratique du Congo, c'est les seuls pays que nous avons. On doit aimer ces pays, on doit travailler pour ce pays, on doit éviter de trahir ces pays. Et travaillons pour la nouvelle semaine à la beauté des choses. Portez-vous bien. L'information pour échanger les choses.